française. Il hérite ainsi de la Guyenne, ainsi que de plusieurs autres terres en France, qui resteront pendant plus d'un siècle propriété de leur famille, pendant presque 2 siècles en fait. Enfin, vous verrez. Mais ça, c'est un point vraiment très important. Ça, c'est vraiment un point important. C'est vrai que la guerre de 100 ans ne commence pas du tout au XIIe siècle, mais il fallait que je fasse une petite mise en contexte parce que ça a de l'importance. Et là, du coup, on fait un saut dans le futur. En 1328, Charles IV, surnommé le Bel, meurt sans héritier mâle direct. Donc Charles IV meurt en 1328. C'est alors la fin de la lignée des Capétiens, les fameux Capétiens. Philippe VI de Valois, cousin de Charles IV, qui vient donc de mourir, est couronné roi. Mais une autre branche de la famille capétienne, ceux qu'on appelle les Plantagenets d'Angleterre, une dynastie puissante d'Angleterre, c'est leur nom de famille, les Plantagenets, et bien eux, ils revendiquent aussi le trône. Le roi d'Angleterre, Édouard III, est effectivement le petit-fils de Philippe IV, roi de France, par sa mère Isabelle d'Angleterre. C'est le petit-fils de Philippe IV qui était donc le père de Charles IV qui est décédé. Isabelle d'Angleterre est donc la sœur de Charles IV et par conséquent c'est aussi une descendante directe de la lignée royale. Cependant, elle était une femme et selon certaines coutumes de succession, la lignée féminine était souvent exclue en faveur de la lignée masculine. Donc, pour résumer, et pour que tout le monde comprenne bien, j'ai fait un petit résumé, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre cette famille-là. Philippe IV était roi de France à partir de 1286, jusque-là tout va bien. Ça se passait bien avec les Anglais, plutôt bien. Et il a fait 2 enfants, Charles IV et Isabelle d'Angleterre.
y avait un certain pouvoir de décision là-dessus. Et c'est vrai, un roi de France ne peut pas être aussi roi d'Angleterre, c'est compliqué. Les grands seigneurs français et le parlement de l'époque décident donc d'exclure la lignée féminine, ce qui mène à l'accession de Philippe VI sur le trône de France. Et là, Philippe VI, il va avoir une mauvaise idée, celle de confisquer les terres d'Édouard en France. Et c'est ça qui va marquer le début de la guerre de 100 ans et qui va changer l'histoire des Français pour des siècles. Et vraiment des siècles. C'est fou comme un simple
Français sont immobilisés dans le barrage. Et c'est une erreur tactique, hein. Parce que les Anglais, ils ont un avantage de taille, mais vraiment ça c'était redouté chez les Anglais, hein, le fameux doigt d'honneur avec les archers, hein. Je vous apprends rien si je vous dis que les Français coupaient, enfin je sais pas si c'est une légende ou pas, mais je crois pas que ce soit une légende, hein. Les Français coupaient le majeur des Anglais parce qu'ils l'utilisaient pour tendre leur arc long, leur longbow. Et du coup les Anglais, quand ils avaient encore leur doigt, ils faisaient un doigt d'honneur aux Français pour leur montrer que notre meilleur
Édouard de Troyes fixe pour le roi de France une rançon de 4 millions d'écus d'or, ce qui vaudra aujourd'hui plusieurs milliards d'euros pour libérer une seule personne, hein, c'est énorme. Et ces rançons, elles vont ruiner la France. 4 ans plus tard, en 1360, le traité de Brétigny, ou il est aussi connu sous le nom de traité de Calais, le traité de Brétigny, est signé. Le souverain français revient d'Angleterre, mais cède une partie des terres françaises aux Anglais. Édouard de Troyes obtient la Guyenne, la Gascogne, Calais et d'autres régions comme le Poitou. Comme tu peux le voir sur la carte de la France que je te mets ici. Et ça c'est après la signature du traité de Brétigny, ou de Calais, mais il faut plutôt dire Brétigny je pense. Je te mets la carte. Après la mort de son père, le roi Jean II, en 1364, Charles V, donc en 1364, ça fait déjà ça fait bientôt 30 ans que la guerre a commencé. Charles V, surnommé Charles le Sage, Charles V, devient roi de France. Et c'est étonnant, mais il va vraiment mener une politique habile, très habile. Il va même finir par redresser la situation du pays, la situation de la France. Il négocie certains termes du traité de Brétigny. Et à partir de 1369, il va relancer les combats. Donc là, il y a une petite pause dans la guerre de 100 ans. Il y a de temps en temps des pauses dans la guerre de 100 ans. Il relance les combats et reprend progressivement les territoires perdus. En 1380, il meurt. Donc il a fait 16 ans de règne. Et son fils Charles VI, dit le bien-aimé, et parfois de manière posthume le fou. On le surnommait le fou, mais de manière posthume, donc après sa mort. Donc Charles VI va reprendre la couronne en 1380. En raison de son jeune âge, Charles VI est placé sous la régence de sa mère. Je crois qu'il est vraiment très jeune à cette époque. Cette régence voit l'émergence de plusieurs factions de la noblesse qui luttent pour le pouvoir, notamment les Bourguignons et les Armagnacs. Alors ça, ce sont deux factions ultra importantes, hein, qu'il faut que
serait mon rêve un jour de réaliser un film comme ça serait tellement mon rêve. Et de tourner dedans, ça serait... Je crois que c'est mon rêve final. J'en ai des frissons, rien que d'en parler. En 1392, à l'âge de 22 ans, Charles VI est frappé par une première crise de folie alors qu'il mène une campagne militaire en Bretagne. Ça c'est très étonnant aussi. En fait, lors d'une sortie, il va perdre le contrôle psychologiquement et il va se mettre à attaquer ses propres troupes. Cet épisode, il est considéré comme le début de sa maladie mentale chronique, qui le marquera tout au long de son règne. C'est pour ça qu'on l'appelait aussi le fou, à titre posthume. C'est Charles VI, le fou. Pendant ce temps, les tensions... Non, pardon. Pendant ce temps, les tensions entre les Bourguignons et les Armagnacs aboutissent à des affrontements ouverts. Et cette guerre civile déchire la France et contribue davantage à son affaiblissement. Mais c'est même pas ça le problème de ces conflits entre les Bourguignons et les Armagnacs. Vous verrez que c'est bien pire que ça après. La guerre reprend en 1415 avec l'invasion anglaise sous le règne d'Henri V. Donc c'est Henri V qui est roi d'Angleterre et vous verrez qu'on va là vraiment on va beaucoup parler de lui. Donc en 1415 la guerre reprend sous Henri V, roi d'Angleterre, et une grande bataille se prépare. C'est une des plus connues, la bataille d'Azincourt. Les Anglais usent une fois de plus de l'avantage que leur procure leur longbow pour affaiblir les lignes ennemies. En surnombre, les Français répliquent par une charge de cavalerie sur les deux flancs, suivie des unités à pied composées de chevaliers. La fine fleur de la chevalerie, parce que les armées françaises étaient beaucoup composées de nobles. Trop nombreux, les soldats français se gênent et la boue rend leur armure incommodable, dérangeante si on veut. Et les Anglais vont donc infliger une nouvelle défaite aux Français lors de cette bataille d'Azincourt, où près de 7000 nobles français sont victimes du pragmatisme anglais. Des familles de nobles entières sont décimées, comme le seigneur d'Azincourt et ses enfants, ou encore le seigneur de Auxy-le-Château. Auxy-le-Château, si t'habites proche, pick up à toi. Auxy-le-Château. Donc ce seigneur-là est tué avec ses 5 fils. Vous vous rendez compte? C'est vraiment terrible. Et c'est que le début. Donc on a une partie de la noblesse de la France, une grande partie qui s'évapore totalement. C'est incroyable.
position de faiblesse. Donc la France est en passe de devenir anglaise. Et on a failli être anglais, mais on était à ça, je vous jure. Mais un événement incroyable a changé le cours des choses et on se croirait dans un film, je vous jure. C'est un truc que j'ai du mal à comprendre. J'ai l'impression que l'histoire a été tellement surévaluée. J'ai du mal à y croire. En août 1422, et Henri V, héritier du trône de France, meurt de dysenterie, une infection intestinale, à seulement 35 ans. Bon, 35 ans, c'était encore assez âgé pour l'époque. 2 mois plus tard, Charles VI meurt. Lui, il avait 53 ans. Donc on peut parler de cause naturelle à cette époque. De vieillesse plutôt, pardon. Selon le traité de Troyes, le nouveau roi de France devrait être Henri VI, fils d'Henri V. Mais il est encore bébé. Je crois qu'il a que 2 ans. Les Arméniens, donc déjà ça c'est assez étonnant. Coup du destin. Mais il y a pire encore après. Les Armagnacs, donc qui sont partisans du dauphin de France, Charles VII, refusent ce traité de Troyes et proclament Charles VII roi de France à Bourges. C'est pour ça que la ville de Bourges, la magnifique cathédrale, a été très bien conservée parce que c'est un moment important de l'histoire. Au nord, les Anglais et leurs alliés bourguignons contrôlent Paris, la Normandie, la Picardie. Au sud de la Loire, Charles VII, réfugié à Bourges, contrôle ce qu'on appelle parfois la Petite France. En 1428, la France est au bord du précipice et l'oncle du petit roi d'Angleterre, Jean de Lancastre, duc de Bedford, veut porter un coup décisif en prenant Orléans au dauphin de France. Pourquoi Orléans? Et là on va un peu parler de stratégie militaire géographique. Orléans, c'est la clé stratégique du royaume de Charles VII. Elle se trouve au bord de la Loire, la frontière naturelle. Et les Français contrôlent le sud de la France, au sud de la Loire, mais ils sont fidèles au roi. Si Orléans tombe, les Anglais peuvent envahir tout le sud de la France et faire tomber Charles VII définitivement. Parce que comme vous pouvez le voir sur cette carte, les Anglais en rouge contrôlent le nord de la France avec leurs alliés bourguignons en violet et veulent établir une ligne de défense le long de la Loire afin de prévenir les agressions françaises. Aussi, ils capturent tous les ponts, les places fortes le long du fleuve. Ils tentent alors de capturer aussi Orléans. Le fameux siège d'Orléans commence donc en octobre 1428. C'est la dernière bataille, la bataille décisive. La France est en passe de devenir anglaise. Le 8 mai 1429, grâce à Jeanne d'Arc et face au moral des Anglais, qui est en chute libre, les Anglais quittent le siège d'Orléans. C'est une victoire totale pour Jeanne et les Français. Donc tout ça c'est grâce à Jeanne d'Arc. Je rentre dans les détails dans la version longue. Elle devient donc une héroïne nationale, célébrée comme la libératrice.
c'est hallucinant cette histoire. Vous savez que j'ai pris du plaisir à écrire le script, hein. C'est fou. La limite, t'as envie de croire en Dieu après ça, tu sais. Après, c'est vrai que ça date d'il y a longtemps, donc est-ce que les écrits, les témoignages sont vraiment fiables? Bon, ils ont sûrement été embellis, hein. Faut être pragmatique. Surtout qu'à l'époque, ils croyaient beaucoup en Dieu, hein, donc voilà. Le 18 juin 1429, la bataille de Patay commence. Les Français ont retenu la leçon et se lancent à l'offensive avant que les archers ennemis n'aient pu se mettre en position. C'est la grande revanche des Français. Patay est aux Anglais ce qu'Azincourt a coûté aux Français. La voie vers Reims est désormais libre. Le 17 juillet 1429, Charles VII est sacré roi de France à Reims. Jeanne a tenu parole. Elle a libéré une fillette de 17 ans sans expérience, a libéré Orléans, remporté une grande bataille et a fait couronner le roi, une simple paysanne. En décembre 1429, Charles VII anoblit Jeanne et sa famille. Elle devient alors Jeanne du Lys. Jeanne du Lys, le lys, comme ce qu'il y a sur le drapeau français, c'est un symbole. Je crois que c'est un symbole de la royauté, etc. Donc c'est un symbole très important. Elle va rester donc fidèle au roi, mais va s'effacer peu à peu. Et dites-vous qu'en plus c'était une femme. Il n'y avait pas de femme dans l'armée, hein. C'est quand même une dinguerie, hein, ce qui s'est passé. L'histoire de la France, elle est phénoménale. Je trouve que c'est l'histoire de tous les pays du monde la plus incroyable, vraiment. Limite j'en ai des frissons, c'est incroyable. Je dis pas ça parce que je suis français, hein. Si ça avait été l'Italie ou truc j'aurais dit pareil, mais c'est fou. C'est fou, c'est fou. Et je connais l'histoire de la Russie, des autres pays et tout, donc après peut-être qu'il y a des histoires que je ne connais pas et qui sont plus riches, hein. Mais bon, je sais que déjà l'Europe médiévale c'était quelque chose, mais la France, s'il y a aussi l'histoire anglaise qui est quand même quasiment, qui doit être au même niveau à peu près. Le 23 mai 1430, Jeanne tente de défendre la ville de Compiègne, attaquée par les Bourguignons, ces traîtres-là. Lors d'une sortie contre les assiégeants, les Français doivent se replier. Et comme à son habitude, hein, parce que ça, on le sait pas forcément, mais comme à son habitude, Jeanne est sur le front, elle protège les fuyards, elle couvre toujours la retraite de ses hommes, alors qu'elle n'a pas d'expérience. C'est abusé. Enfin après ça c'est ce qui est dit, mais normalement c'est confirmé par les témoignages. La porte de la ville se referme derrière elle. Erreur, panique ou acte de trahison, on ne le sait pas, mais cet événement va radicalement changer son destin. C'est abusé ça. Elle a tellement fait pour la France et les mecs ferment la porte derrière elle, quoi. Bon, donc là elle est capturée par le capitaine bourguignon Jean de Luxembourg. Parce que je sais pas si je vous ai montré, mais les Bourguignons ils contrôlent le nord et nord-est. Donc ça m'étonne pas qu'il s'appelle Jean de Luxembourg. Elle est ensuite vendue aux Anglais et elle est transférée dans la ville de Rouen. Elle est jugée pour hérésie, sorcellerie et bien sûr travestissement parce qu'elle a porté l'habit masculin. Et à l'époque ça, c'était condamné de mort dans certaines régions, à certaines époques. Mais bon, bien sûr, c'est un procès avant tout politique, hein, dirigé par l'évêque Pierre Cochon. Pierre Cochon, alors cochon pas comme l'animal, un cochon avec AU, donc c'est AU,
30 mai 1431, elle est brûlée vive à seulement 19 ans à Rouen. Ses dernières paroles étaient Jésus, Jésus. Alors j'essaie pas de vous convertir, moi je suis agnostique, hein. Je ne crois pas je ne crois pas aux religions. Je crois peut-être en quelque chose qui nous a créé, qui n'a pas le contrôle sur nous, etc. Mais je ne crois pas du tout dans les religions. En 1435, le traité d'Arras est signé. Arras, A2RS. Le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, cesse enfin son alliance avec les Anglais et reconnaît Charles VII comme roi de France. Et ça, c'est un coup fatal pour les Anglais. D'autant plus que Charles VII commence à reconstruire une armée plus moderne et organisée. Un peu à l'image de celle des Anglais, on pourrait dire. Même si ce n'est pas tout à fait ça. En 1449, le roi français lance de grandes reconquêtes militaires. Il reprend la Normandie, la Guyenne. Et on est d'accord, c'est la Guyenne, attention. Hein. À ceux qui sont pas très cultivés, hein, je dis pas la Guyane, s'il vous plaît. Hein. La Guyenne. Il va aussi reprendre la majorité des territoires occupés. Ne me faites pas cette erreur-là, s'il vous plaît, en contrôle, en examen. Parce que là, le prof va avoir une image de vous, je vous explique pas. Même si les erreurs, franchement, ça peut arriver. En 1453, les Français remportent une victoire décisive pendant la bataille de Castillon. Les Anglais ne contrôlent plus en France que la ville de Calais. Le reste du royaume est entièrement aux mains de Charles VII. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de traité de paix formel, hein. Mais après Castillon, les combats cessent et la guerre prend fin parce que les Anglais n'ont plus de tête de pont, ils n'ont plus rien, quoi. Enfin presque. En 1456, un nouveau procès, pour le procès en réhabilitation, est organisé par l'Église à la demande de Charles VII, le nouveau procès de Jeanne d'Arc. Jeanne est donc innocentée, heureusement, et déclarée martyr. Merci pour tout. N'oublie pas de liker si tu as aimé. Sauf si tu fais partie